Le silence est, dans son sens originel, l'état de la personne qui s'abstient de parler. Dans son sens actuellement le plus courant, c'est l'absence de bruit, c'est-à-dire de son indésirable. Le silence absolu est l'absence de tout son audible. Mais à quel moment quelqu'un a-t-il déjà constaté l'absence totale de son autour de lui? Le vide absolu, le néant. Des silences, j'en ai connu. Des silences reposants, des silences gênants, beaucoup. Mais à chaque fois, dans ces circonstances, même si on parle de silence, il y avait toujours du bruit environnant. Et quoi que vous fassiez dans votre vie, il y aura toujours du bruit, à chaque instant de votre vie. Le compositeur John Cage a un jour visité une chambre anéchoïque à l'université d'Harvard. Une chambre anéchoïque, ou une chambre sourde, c'est une pièce dans laquelle tout onde sonore est absorbé par des dièdres de mousse polymère et de fibres de verre. En gros, c'est comme si vous aviez de la mousse acoustique top qualité sur toutes les pièces de votre mur, même au plafond et au sol. Et donc dans ces pièces, pas d'écho et pas de bruit environnant, pas de bruit parasite venant de l'extérieur, l'endroit le plus silencieux du monde. Et donc notre bon John se dit qu'en s'asseyant au milieu de cette chambre sourde, sans bouger et sans faire le moindre bruit, il pourrait enfin entendre le silence. Anyway, in that silent room, I heard two sounds, one high and one low. Afterward, I asked the engineer in charge why, if the room was so silent, I had heard two sounds. He said, "Describe them." I did. He said the high one was your nervous system in operation. The low one was your blood in circulation. Une incroyable symphonie, assourdissante, dans l'endroit le plus silencieux du monde. Un endroit idéal pour sombrer dans la folie, piégé par ses propres émissions sonores. Et c'est ici que John Cage prend conscience que le silence n'existe pas. Et avant d'aller plus loin, testons l'expérience nous-mêmes. Connaître l'histoire de John Cage, c'est génial, mais expérimenter soi-même ce que ça fait que d'être dans une chambre anéchoïque, c'est encore mieux. Alors on va pas aller jusqu'à Harvard pour tester nous-mêmes, on est ici à Paris, sur la place Stravinsky, où il y a la fontaine Niki de Saint-Phal. Tous les Instagrammeurs sont là H24, mais n'ont aucune connaissance, aucune idée de ce qui se cache dans le bâtiment qu'il y a juste là derrière nous. C'est l'IRCAM, un institut de recherche sur le son, la musique, etc., etc. On va rentrer dans leur chambre anéchoïque avec Thomas de Studio Vrac, qui est juste derrière la caméra, pour voir ce que ça fait et tenter de vous retransmettre au mieux ce que ça fait de ressentir ce que c'est que d'être dans une chambre anéchoïque. C'est parti! On a une chance incroyable aujourd'hui d'avoir la chambre anéchoïque, la chambre sourde de l'IRCAM rien que pour nous. Thomas, je te propose d'entrer le premier. Ah oui, c'est moi qui... C'est toi qui rentres le merci. premier. Ok. J'ouvre la porte, tendrement, délicatement. Et comme ça, vous allez pouvoir voir ce que ça donne avant moi. J'ai la pression. Moi, je m'appelle Victor Wetzel et je suis doctorant ici à l'IRCAM. Et donc l'IRCAM, c'est l'Institut de recherche et de coordination acoustique et musique. C'est une institution un peu particulière parce qu'ici, il y a des chercheurs et des compositeurs qui travaillent ensemble autour de sujets qui ont à voir avec la musique. Donc il y a à peu près... Il y a beaucoup de domaines scientifiques qui gravitent ici et c'est tous autour de la musique. Donc il y a de la perception, il y a de la modélisation, il y a des mesures, etc. Et donc autour de tout ça, il y a aussi une partie production avec des concerts, développement de nouveaux prototypes, de plugins audio, etc. Et donc ici, on est probablement dans l'endroit le plus silencieux de Paris. Et ça, c'est super important pour nous pour avoir des mesures de très bonne qualité et reproductibles. Et alors, comment ça fonctionne? Du coup, les dièdres, enfin, on appelle ça des dièdres parce qu'ils sont du coup en forme, ils ont cette forme-là. Et ce qui est important là-dedans, c'est le fait de les agencer du fait que vous avez un dièdre en haut comme ça et vous avez un dièdre en bas. Okay, et quand vous avez une onde incidente, elle va venir se percuter et rebondir d'un dièdre à l'autre. Il faut savoir qu'à chaque fois qu'elle percute le dièdre, la mousse, elle perd de l'énergie. Et donc le but, c'est qu'elle, plus elle s'avance, plus elle perd de l'énergie. Quand elle arrive au mur, il n'y a plus rien. Mais en fait, alors effectivement, il n'y a aucun bruit environnant. Mais c'est un silence vraiment assourdissant en fait. On n'entend tellement rien que c'est oppressant. C'est trop bizarre comme atmosphère. Parce que là, les 2 premières minutes, on est rentré, on était un peu excités, tout ça, donc ça fait pas grand chose. Mais dès que tu te poses... Ah ouais, ça n'a plus rien à voir, évidemment. Ah bon puisque du coup, je ne t'entends plus à travers les écouteurs, je t'entends en J'ai vrai. l'impression que t'es loin. J'ai l'impression que tu es loin aussi.
Et alors moi, ça me donne l'impression que tout est étouffé à Ouais. fond. C'est-à-dire que j'ai l'impression d'avoir les oreilles bouchées presque. Moi j'ai déjà les oreilles bouchées parce que j'ai un rhume énorme. Mais c'est comme quand... Des fois, je sais pas si ça vous le fait, mais quand vous prenez le train, vous passez sous un tunnel et vous avez les oreilles qui se bouchent. Ça fait exactement pareil. Ou quand vous prenez l'avion et qu'il y a les paliers de décompression, Sans la douleur. sans la douleur. Mais ça fait comme si les tympans se dilataient, je sais pas, il y avait de l'air, une pression dedans, et comme s'ils prenaient plus de place, comme s'il y avait un voile dans les oreilles. Je sens mes tempes qui battent, et je les entends en fait. Si je me concentre vraiment uniquement sur le son autour de moi, enfin, vu qu'il n'y en a pas, c'est hyper bizarre en fait à expliquer. Mais si je fais un vide total dans mes pensées, c'est très désagréable en fait. C'est bizarre parce que j'ai l'impression d'entendre quelque chose, mais en fait, je crois que c'est moi. Il y a 2 types de bruits dont on veut s'isoler. Il y a les bruits aériens, donc tout simplement vous ouvrez la fenêtre de chez vous, il y a du son qui peut rentrer. Et il y a les bruits solidiens, donc c'est le voisin qui à 6h du matin commence à percer un mur, ça se propage dans le mur et ça c'est plus difficile de s'en prémunir. Alors du coup, pour le premier type de bruit, donc aérien, on bouge tous les trous. Donc ici, la porte elle est verrouillée, il y a de la mousse, il y a des joints, etc. Donc ça va. Pour les bruits solidiens, donc c'est plus compliqué. Ce qui se passe, c'est que la structure, elle est sur des amortisseurs. Ce qui fait que tous les bruits qui se transmettent dans le sol, donc le métro, les voitures, les compositeurs qui font du bruit à côté, qui va se transmettre dans le mur, etc. Tout ça, on en est prémuni. Ici, sur certaines bandes de fréquences, c'est comme si on était dans le désert, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mur et on a une espèce de champ infini, quoi. Et le but de ça, c'est quoi? C'est que sur les mesures, on ne retrouve pas la signature spectrale de la pièce. Par exemple, vous vous mettez chez vous et vous enregistrez un violon. Vous avez donc la source, donc l'instrumentiste, et en plus vous avez la contribution de la pièce. Il y a des murs, le son il va se réfléchir sur les murs et il va venir vers le micro. Donc ça c'est ce qu'on appelle la réverbération. Et donc ça peut se manifester de diverses manières et ça peut venir bruiter vos mesures. Donc vous pouvez voir des contributions que vous n'avez pas envie de mesurer en fait. Et du coup le but de cette salle, c'est aussi de se prémunir de ces choses-là et de, quand on fait une mesure sur un instrument, on n'a vraiment que les contributions de l'instrument. Donc on va avoir vraiment que la signature spectrale du violon et pas les modes de pièces par exemple, etc. Alors 2 petits tests dans cette chambre anéchoïque. Premièrement, on va taper dans nos mains, voir s'il y a un écho. On est dans une chambre anéchoïque, donc en principe, il n'y en a pas. Thomas, tu seras mon juge pour cette première expérience. Es-tu prêt? Prêt. Il n'y a pas d'écho. Le silence m'envahit. C'est peut-être pas une très bonne idée de tourner comme ça, sachant que si je tombe, je détruis entièrement le dispositif. Ce serait dommage. Deuxième expérience, le cri. Alors je vais crier une première fois en ta direction, Thomas, et tu vas me dire si tu m'entends assez clairement. En principe, oui, mais il n'y aura pas de réverb en tout cas dans la pièce. C'est le principe de la chambre anéchoïque. On est d'accord? Très bien. Attention. Ah! Est-ce qu'il y a de l'écho? Non! Non. Est-ce que tu m'entends de la même manière si je me retourne et que je crie en direction de ce mur qui est censé absorber le son qui vient de ma voix? Nous testons cela. Es-tu prêt? Oui! Ah! Étrange. Étrange, n'est-ce pas? Je ne sais pas si vous l'entendez pareil dans la vidéo. Dites-le dans les commentaires. Est-ce que c'était pareil? Alors évidemment, vous ne m'entendez pas pareil parce que je ne t'écris pas dans votre direction, machin. Mais est-ce qu'il y a un écho? Est-ce qu'il y a des trucs qui se passent? Dites-nous comment ça fait. Je sais pas. Voilà. Dites-nous. Le 0 dB, il existe, ça on peut le faire. Après, le silence absolu parfait, ça je pense qu'on peut l'approximer, mais on peut pas arriver à ça. Revenons-en à John Cage qui, après son expérience dans une chambre anéchoïque, décide de composer son chef-d'œuvre 4 minutes 33. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas, 4 minutes 33, c'est concept. 4.33, c'est une pièce qui est à l'origine écrite pour piano et qui dure donc précisément 4 minutes et 33 secondes, mais on en retrouve aussi des arrangements pour orchestre et plein d'autres instruments, parce que vous allez le comprendre, ça s'arrange
très facilement. C'est une œuvre en 3 mouvements avec pour seule consigne notée sur la partition l'indication latine tacet ou tacet, je n'ai pas fait de latin, je suis navré, qui signifie « il se tait ». Et je pense qu'un exemple sera plus parlant que n'importe quel discours. Alors, que dire ? L'idée dans 4.33, c'est que chaque représentation soit unique, et si en principe ce doit être une œuvre silencieuse, ce n'est plus de l'instrument que provient le son, mais du public, de l'environnement. Vous êtes le son. Que vous donniez cette œuvre dans une salle de concert, d'opéra ou n'importe où, chaque interprétation sera unique et constituée des bruits créés par l'assistance. Et donc pendant qu'on donne cette pièce, l'enfant qui fait un petit peu de bruit et on peut pas lui en vouloir, ou le vieux qui peut pas s'empêcher de tousser, et là je lui en veux un petit peu quand même, deviennent des singularités de la représentation. Et c'est là toute la magie de John Cage. On s'est souvent moqué de cette œuvre, mais elle est bien plus symbolique et puissante qu'il n'y paraît. C'est pas un truc de fainéant, c'est une réflexion. C'est comme quand un plasticien vous présente sa nouvelle œuvre qui est une toile blanche avec un coup de cutter au milieu ou vous met un urinoir sous les yeux en vous disant que c'est de l'art. Il faut pas s'offusquer, il faut regarder et entendre au-delà de ce qui vous est présenté. Et si vous allez voir une représentation de 4 minutes 33, eh bien les bruits environnants, même si le principe de base est le silence, feront que cette représentation sera absolument unique. Mais bon, je vais pas vous mentir, les réactions lors de la première représentation de 4.33 étaient pas hyper enthousiastes. Les gens ont commencé à parler entre eux, à se plaindre, à se lever et quitter la salle, même pour certains, sans que ces gens aient conscience qu'ils étaient au cœur de quelque chose de vraiment spécial. Et vous l'aurez compris, malgré le silence demandé sur la partition, il y avait beaucoup de sons. Mais alors, l'homme est-il compatible avec le silence ? Et où peut-on trouver un silence absolu ? Et si c'est impossible sur Terre, alors pourquoi pas dans l'espace, où paraît-il, personne ne vous entendra crier ? N'est-ce pas, Martial ? Oui, c'est vrai. Un son est une onde, une vibration qui se propage dans la matière, que ça soit un matériau en dur, un liquide ou l'air qui est autour de vous. Dans un environnement sans matière, il ne peut donc pas y avoir de son. Et dans le vide de l'espace, où il n'y a même pas d'air, le son n'a aucun support pour se propager. Alors pour être exact, le vide de l'espace n'est jamais totalement vide, mais seulement quelques atomes d'hydrogène qui n'entrent jamais en collision par mètre cube, ça ne suffit pas pour transmettre une onde sonore. C'est pour cela que personne ne vous entendra crier ou tousser si vous êtes nu dans l'espace. Une situation embarrassante que je ne recommande pas. Maintenant Guillaume, si tu portes une combinaison spatiale remplie d'air, tu pourras entendre ta respiration et les bruits de ton propre corps. Donc ici aussi ce n'est pas le silence à proprement parler. Même coupé des bruits du monde extérieur, on peut toujours écouter son monde intérieur. D'accord, mais alors si je vais dans l'espace, sans combinaison, tout nu ? Alors à poil dans l'espace, plusieurs choses désagréables se produisent. Votre salive se met à bouillir, les vaisseaux sanguins dans vos yeux éclatent, mais ce qui nous intéresse plus pour la question du silence, c'est que les gaz situés à l'intérieur de votre corps vont sortir. L'air de vos poumons s'échappe, les gaz dans votre tube digestif sortent aussi, par les deux côtés, bref, vous vous dégonflez comme un ballon de baudruche, et si vous tentez de retenir votre respiration, ce sont vos poumons qui vont crever. Mais encore une fois, même si le vide de l'espace n'est pas conducteur du son, vous l'êtes. Par exemple, quand vous parlez, en plus de se propager dans l'air, le son de votre voix est aussi transmis à votre oreille interne directement à travers les os de votre crâne. C'est pour ça que vous percevez votre propre voix plus grave et plus basse que ce qu'elle n'est en réalité. Et c'est pour ça que vous trouvez sans doute les enregistrements de votre propre voix
un peu bizarre. Alors, je précise que je ne suis pas expert en acoustique des gens qui meurent dans l'espace, et il n'y a pas beaucoup de littérature scientifique sur le sujet. Heureusement. Mais si on se permet quelques spéculations, je dirais que dans le vide interplanétaire, il serait peut-être possible d'entendre le son de ces gaz qui sortent de votre corps. Donc le son de votre expiration et de votre roue. Ah oui, et puis au bout de 15 secondes, vous perdez connaissance, parce qu'il n'y a plus assez d'oxygène dans votre cerveau. Et 1 ou 2 minutes plus tard, vous êtes mort d'asphyxie. Et je suppose que dans la mort, finalement, on peut trouver le silence. Repose en paix. Merci Martial et merci Thomas de m'avoir accompagné dans cette aventure sonore. Allez vous abonner à leur chaîne si c'est pas déjà fait, j'en doute, mais quand même, Lanterne Cosmique et Studio Vrac. Et si vous voulez en savoir plus sur 4 minutes 33 de John Cage, je vous conseille la vidéo de la chaîne Glitched and Confused que je vous mets en description et peut-être même ici sur l'écran. N'hésitez pas à aller la voir et à vous abonner surtout, c'est une toute petite chaîne qui mérite beaucoup plus d'être connue. Vraiment ça mérite parce qu'il y a un travail de dingue derrière, avec très peu de moyens et beaucoup d'ambition. Et ça j'aime beaucoup. Je vous retrouve très vite pour une autre vidéo. D'ici là, eh bien, prenez soin de vous et surtout continuez de réviser vos classiques. Salut!